Bonjour à tous pour ce nouveau séminaire du GDR Radien, que je suis ravi d'introduire. Alors, bon, pour rappel sur la manière dont ça se passe, notre présentatrice ici, notre séminariste Wassila, va donner un talk pendant 45 minutes, 1 heure. L'idée, c'est que durant le séminaire, vos questions, si c'est des questions de clarification, se fassent plutôt par le chat et qu'on ait des questions orales à la fin. Si c'est vraiment de la clarification, peut-être Wassila pourra répondre en direct Mm. ou demandera, mais si c'est des questions plutôt ouvertes, on les gardera également pour la fin. Euh, voilà, pour rappel, l'idée du séminaire, c'est de donner donc, des expositions de choses diverses qui sont faites au sein du GDR par des personnes, soit de jeunes chercheurs, soit par des chercheuses ou chercheuses expérimentées ayant un grand recul sur leur domaine. Donc, cette fois-ci, on est plutôt dans le deuxième cas, vu qu'on a le grand plaisir et l'honneur d'écouter aujourd'hui Wassila Wardan. Donc, Wassila, elle est professeure. C'est officiel depuis très peu de temps via le ministère, donc à Centrale Supélec, où elle fait partie de l'équipe mix. Et donc, Wassila, elle travaille depuis très très longtemps sur tout ce qui est recommandation, tout ce qui est modélisation des préférences, excitation des préférences. Et donc aussi maintenant, depuis quelques temps, sur des problèmes d'explicabilité, notamment des problèmes d'explicabilité avec des garanties formelles et qui soient aussi interactives. Donc Wassila, elle a le grand avantage de se préoccuper de l'utilisateur, ce qui est pas toujours le cas dans tous les travaux d'explicabilité, mais ce qui, à mon sens, est essentiel. Donc, il a la chance d'avoir un grand recul là-dessus, des collaborations à la fois très académiques, mais aussi très industrielles, donc de savoir quels sont les problèmes concrets que l'explication peut poser. Donc, elle va, j'imagine, nous en parler durant l'heure qui va suivre. Donc voilà, donc voici là, c'est quelqu'un qui s'investit à Centrale Supélec, c'est aussi quelqu'un qui s'investit beaucoup sur beaucoup d'autres choses, beaucoup d'animations. Donc j'ai la chance de co-animer le GT Expliquons avec Wassila. Donc je peux aussi confirmer que c'est quelqu'un de très précieux d'avoir à son côté et de très carré et avec qui tout va bien se passer. Donc, je suis sûr qu'elle va nous faire un super exposé là, et Yes. voilà, je suis très content voilà, d'introduire Wassila et son exposé. Donc là, Ouais. Wassila, je vais te laisser la main et pour nous parler d'explications interactives et de recommandations. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien, pour l'introduction et merci aux deux Seb pour l'invitation. Je suis très contente de présenter aujourd'hui pour le GDR Radia. Alors, j'ai toujours mon écran partagé, mais vous me direz, OK, voilà. Parfait. Normalement, c'est arrivé. OK, très bien. Bah, comme je disais, je suis super ravie d'être là aujourd'hui avec vous pour présenter une partie de mes travaux de recherche. Donc Sébastien a bien fait, on va dire, la petite introduction. Je vais pas la refaire. Je vais juste un peu mentionner un peu l'intersection, je dirais, de mes travaux de recherche. La particularité maintenant depuis ma thèse, c'est que je travaille beaucoup sur, euh, d'un côté, la théorie de la décision et de l'autre côté, des mécanismes que j'emprunte à l'intelligence artificielle. Et cet exposé, on va dire, est une illustration assez parfaite de ce que je fais dans mes travaux de recherche. Et je trouve que, alors je l'ai choisi aussi parce qu'il s'intègre bien dans les thématiques du GDR Radia, à cette intersection-là de la décision et de l'IA. Je vais parler à la fois d'explicabilité et de recommandation. Alors, peut-être pour certains, ils seront frustrés. Je ne vais pas faire des grandes illustrations sur l'explicabilité. Je vais m'intéresser plutôt à cette interaction entre les deux, entre l'explicabilité, l'élicitation et comment la mener dans un jeu de dialogue. Et je vais peut-être mettre un peu, on va dire, de formalisme sur cette interaction-là et quelles sont, on va dire, un peu les leçons qu'on peut en tirer. Euh, si je peux un peu avancer, donc ça, c'est des grandes thématiques. Alors, je fais une petite présentation sur qui je suis pour un peu ancrer, on va dire, la présentation. Donc, il y a d'un côté la modélisation, la génération d'explications. Depuis ma thèse, je le fais plutôt sur des modèles multicritères, hein, donc qui font intervenir de ce qu'on appelle des attributs ou des critères monotones, sur lesquels il faut trouver des compromis. On utilise des modèles d'agrégation. Et à la fin, on va dire, on a une recommandation. J'ai travaillé pendant très longtemps là-dessus, une dizaine d'années sur ces questions-là. Et au fur et à mesure de ma carrière, bah, je me suis intéressée aussi à l'explicabilité dans l'optimisation.
Donc récemment avec une thèse de doctorat sur des optimisations combinatoires. Et tout récemment, contrairement à d'autres gens, je suis repartie sur les mécanismes modèles machine learning. Alors, pas pour, on va dire, traduire l'explicabilité comme on la voit actuellement dans les conférences ou dans les papiers de modèles de machine learning, mais plutôt pour apporter le côté raisonnement, le côté logique, le côté symbolique dans les modèles ML et traduire, on va dire, ce côté-là raisonnement avec le modèle ML. Donc, c'est un peu l'hybridation pour traduire l'explicabilité. Et la deuxième partie, on va dire, qui m'anime beaucoup, sur lequel j'essaye de travailler, c'est pas évident parce que c'est difficile, c'est la partie interactive, comme a dit Sébastien, en utilisateur. Donc, je suis convaincue, et toutes, on va dire, les collègues avec qui je travaille, cette question-là d'explicabilité, de décision, de recommandation, il y a forcément un utilisateur en face qu'on croise pas souvent, qu'on n'a pas souvent sous la main, c'est un peu difficile, mais je m'attache à dire que je vais fournir à un moment donné une recommandation, une explication à un décideur et qu'il y aura forcément de la réaction de sa part. Bon, il peut être content, comme il peut avoir de la réaction. Et donc, dans ce cas-là de l'interaction, donc il y a deux grandes parties de mathématiques. C'est la partie apprentissage des préférences ou élicitation des préférences et la partie, on va dire, dialectique. Donc, comment mener un peu ce jeu de dialogue avec les utilisateurs et qu'est-ce que je peux reproduire. Dans ce cadre-là, je vais aujourd'hui m'intéresser plutôt à la partie multicritères et la partie, on va dire, décision sur un ensemble de critères. Je ne vais pas aborder la partie ML et optimisation. Si vous êtes curieux un peu de mes travaux, bah, je vous invite à lire mon HTR. C'est avec grand plaisir, vous trouverez on va dire, un ensemble de ce que j'ai fait là-dessus. Si vous avez des questions, j'y répondrai aussi. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la partie multicritères. Je vais donner un peu le topo, ce que c'est le multicritère, mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous, j'ai vu dans la salle, qui connaissent ça. Donc, je vais m'intéresser dans un cadre où il y a, pour l'instant, on va dire deux humains. Je ne vais pas faire de la décision de groupe ou collective, vraiment deux humains, donc une interface entre un expert et un utilisateur. Je vais considérer que voilà, j'ai un ensemble d'options, d'alternatives, sur lequel on va traduire, on va dire, une évaluation sur un ensemble de dimensions de critères. L'important, c'est de voir que sur l'ensemble de ces dimensions-là, on a, on va dire, une propriété de monotonie. Ça, c'est la première. Et bon, vous pouvez avoir, là, c'est un exemple un peu particulier, mais on peut avoir n'importe quelle évaluation et n'importe quelle échelle. Je le montrerai par la suite dans la présentation. En multicritère, on a beaucoup de questions, on va dire, dans le sens où on peut chercher la meilleure option, on peut comparer les options entre elles, on peut faire de la classification ordonnée, du sorting, du rangement et tout ça. Enfin, peu importe. Et l'intérêt, on va dire, dans ces modèles-là, c'est qu'on a une capture d'une information qu'on appelle la préférence. Donc, c'est une information subjective qui vient de l'utilisateur, qui permet d'exprimer un certain nombre de choses, on va dire, sur ce qu'on appelle là, en face de vous, la table de performance. Et c'est, on va dire, l'ingrédient phare, on va dire, des modèles multicritères et en décision, c'est cette information-là qui vient de l'utilisateur. Et en fin de compte, en combinant les données brutes, l'information préférentielle, on utilise des mécanismes d'agrégation pour pouvoir, on va dire, à la fin, faire une recommandation en répondant aux problèmes de décision. Donc, techniquement, on va dire, tous ces ingrédients-là, si on les regarde bien, on les utilise plutôt dans un mécanisme interactif avec un expert du domaine qui s'intéresserait à prendre, on va dire, ces données structurées, ces préférences, ces problèmes de décision. Il a des outils, on va dire, et des mécanismes pour représenter l'information. Et, pardon, c'est passé. Et en fait, il fait une recommandation. Et dans cette interaction-là, il a, on va dire, des retours de l'utilisateur, des questions et tout ça. Et dans mes travaux de recherche, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer un peu de regarder comment on peut outiller ce processus d'aide à la décision avec un agent artificiel. Est-ce que je peux mettre en phase avec l'expert humain un agent artificiel qui va prendre une bonne partie des tâches qu'il fait, donc capturer l'information, calculer la recommandation, traduire l'explication et avoir cette interaction avec le décideur. Alors, il n'est pas en remplacement complètement de l'expert humain, mais il est en aide à la décision et on essaie d'outiller avec ces outils-là. Et derrière l'outil, donc, il y a des questions à la fois théoriques, des questions pratiques, des questions calculatoires. Il y a un tas, on va dire, d'informations qu'on devrait mettre pour avoir un agent qui répond un peu à cette question d'aide à la décision. Si j'essaye de donner un exemple, de scripter un petit peu ce dialogue-là, alors, je vous rassure, il n'a pas été fait par ChatGPT, j'aurais pu, mais j'ai scripté un petit dialogue qui va bien pour vous montrer un petit peu à cet exemple-là. Je n'ai pas pour ambition dans mes travaux de scripter ce type de dialogue, mais plutôt d'étudier ce qui se passe derrière ce type de dialogue et d'essayer de représenter l'information au plus juste et au plus correct et d'essayer, on va dire, de voir comment mobiliser les outils
à la fois en représentation des connaissances et du raisonnement et en intelligence artificielle pour répondre, on va dire, à des questions de type comment je calcule la recommandation, comment je fournis l'explication. Donc, je ne vais pas lire tout l'exemple, il y a pas d'intérêt à le faire, hein, mais si juste je prends quelques éléments de cet exemple-là, il y a trois parties importantes et intéressantes que je trouve. Donc, il y a cette notion-là de recommandation. Donc, l'outil va devoir, on va dire, calculer une recommandation sur la base d'informations en entrée. Il y a cette question-là de la justification. Donc, on voit bien le because et on fournit une explication. Il y a une information assez intéressante qu'on n'a souvent pas, on va dire, tendance à prendre de manière explicite. C'est le retour, le feedback de l'utilisateur. Alors, le feedback de l'utilisateur peut être sous différentes formes. Et là, on va voir un petit peu que dans l'exposé d'aujourd'hui, ça va être dans sa forme la plus simple. Mais on va dire mes ambitions par la suite sur ce sujet-là, c'est d'enrichir, on va dire, ces retours-là et d'apporter un peu plus de finesse et de richesse dans la représentation et d'avoir, on va dire, une quantification et une représentation un peu plus fine de l'utilisateur. Et là, on va dire comment je peux prendre, on va dire, cette information-là en retour dans ma recommandation. Donc, l'ensemble de ces éléments-là font que je me situe, et si je regarde bien dans un schéma, dans un passage où j'avais un utilisateur et un humain et un utilisateur versus un agent artificiel. Alors, l'expert, il n'a pas disparu, il est juste derrière, on va dire, l'agent artificiel. Il se fait aider par l'agent artificiel. Et dans mes travaux de recherche, ben, j'ai composé ça en trois blocs, en trois grands blocs. La partie explication, la partie apprentissage, les préférences d'utilisateurs et la partie interaction. Et aujourd'hui, ce que je vais essayer de vous présenter, c'est un peu cette brique-là qui est, pour l'instant, je dirais, sommaire, qui se pose pas mal de questions, qui a posé pas mal, on va dire, de socle de base, mais sur lequel, on va dire, j'investigue un peu plus maintenant dans mes travaux de recherche pour la renforcer et la mobiliser. Et du coup, comment, on va dire, on met en place cette interface-là de l'interaction entre un humain et un utilisateur avec des outils que je vais présenter qui viennent de la décision, donc de la caractérisation de modèles, et qui viennent de l'IA sur des systèmes multi-agents pour réguler un peu ce dialogue-là. Donc l'exposé, il sera situé un peu ici. Donc, pour faire un peu le topo, donc là, je vais vous donner un peu les motivations. Je vais faire ça en deux temps. Donc, comme c'est à l'intersection un peu de deux mondes, donc je vais parler de la partie préférence et modèle de décision, et je vais parler de la partie dialogue, argumentation, système multi-agent, et ensuite, je vais vous donner la proposition en mobilisant les deux, d'accord? Et je vais vous donner quelques éléments sur, je vais appeler ça un ongoing work, sur ce qui se passe par la suite par rapport à cet exposé-là, et quels sont les travaux à la fois applicatifs mais aussi théoriques sur lesquels il découle. Alors, c'est un travail que j'ai réalisé il y a un certain temps avec d'autres collègues. J'ai vu dans la salle Nicolas Maudet, Christophe Labroche et Simon Parsons, sur lequel on a travaillé. Et j'aurai le plaisir, mais je dirais aussi, je le redirai un peu à la fin, de pouvoir actuellement aller vers la continuation de ce travail-là avec Sébastien Dester, qui est Khaled Bellassane. Ok, donc je vais poser un peu quelques socles de base avant d'avancer. Donc, je redis, on est dans une situation d'aide à la décision. On va s'intéresser à une problématique plus restreinte en décision, que ce soit du choix, soit du rangement. Donc, je ne vais pas faire de classification, de ranking ou autre. Et pour simplifier un petit peu le problème, on va considérer qu'on a les items qui sont connus, ça veut dire qu'on sait sur quoi on va décider, qui sont évalués sur les différents critères et que l'utilisateur peut fournir un feedback. D'accord? Je ne dis pas d'où viennent ces informations-là, mais on va supposer qu'elles sont là pour l'instant. D'accord? Donc, je vais utiliser un peu cet exemple comme celui de tout à l'heure pour un peu mécaniser un peu le scénario et parler un peu de ce qui va se passer. Donc, considérant qu'on a 4 alternatives sur lesquelles elles sont jugées sur un certain nombre de critères. Ici, il y en a 5. Localisation d'hôtel, par exemple, et sur lequel il y a un certain nombre, on va dire, d'évaluations. Et ce qui va se passer, c'est que dans ce cadre-là, c'est pour ça que je dis qu'il est un peu restreint pour l'instant, on va considérer qu'on est capable de construire des ordres totaux sur chacun des critères. Donc, à l'expression, on va dire, de l'utilisateur, je sais que sur le premier critère, par exemple, le prix, on a une information qui dit que l'option D est meilleure que 1, meilleure que C, meilleure que B. D'accord? Et ainsi de suite. Par contre, je vais supposer que je n'ai que ça comme information préférentielle et je n'ai rien d'autre, on va dire, sur le décideur. Dans ce travail-là, c'est cette hypothèse-là assez forte, c'est que je vais démarrer avec une information minimaliste sur l'utilisateur qui vient
quasiment complètement, on va dire, de la table, on va dire, de performance. Et je vais essayer de co-construire avec l'utilisateur une vision ou une modélisation du modèle qu'il va utiliser pour avoir une recommandation et accompagner, on va dire, cette co-construction avec quelques explications et quelques justifications. Et donc, pour faire ça, donc, il y a un petit dialogue qui est scripté pour essayer de vous montrer ce qui se passe. Encore une fois, là, je suis dans une dualité entre utilisateur et machine. Donc, je vais considérer que j'essaye, on va dire, de programmer mon agent intelligent pour pouvoir cette interaction-là entre l'utilisateur et lui, avec pour objectif de l'aider à résoudre son problème de décision. Bon, là, le problème de décision, il n'est pas très difficile. La difficulté dans le multicritère, c'est qu'on a des critères qui sont contradictoires et conflictuels, et l'idée est de se trouver le bon compromis à ce problème-là. La deuxième difficulté, chaque décideur a ses préférences. Chaque décideur, on va dire, a une notion, on va dire, de la recommandation ou de la décision qu'il devrait avoir ou pourrait recevoir, on va dire, de la machine. Et il faut caler quelque part un modèle de décision qui va, on va dire, ressembler ou essayer de représenter au mieux ou de s'approcher au mieux de ce qui se passe dans la tête du décideur. Et l'idée aussi, c'est d'essayer quelque part, en parenthèse, de deviner quel est le bon modèle de décision à mettre en place. Donc, il y a deux choses. Donc, il y a un côté, cette machine-là qui va faire de la recommandation, qui va expliquer au décideur, hein. Vous voyez, sur le tour 1, c'est plutôt la recommandation. J'ai dit que c'était un ranking. Sur le tour 3 et le tour, par exemple, ici, c'est plutôt de l'explication, hein. Donc, on essaie de justifier au décideur ce qui se passe. Et de l'autre côté, ce que j'ai mis ici en rouge, c'est plutôt le décideur lui-même qui intervient. Et sur l'intervention, vous allez voir, il y a deux choses. Il y a quelque chose pour contredire le système, ça veut dire apporter une nouvelle information que le système n'avait pas pris en compte, soit la corriger, soit la reprendre. Et deux, on va supposer aussi que le décideur est capable de fournir lui aussi de la justification ou de l'explication à ce qu'il ne préfère ou préfère pas. Ça veut dire qu'on essaye de capturer de l'information non seulement sur des comparaisons par pair, ça veut dire qu'il est capable de s'exprimer sur A est meilleur que B ou inversement, mais il est aussi capable de nous donner quelques, on va dire, éléments supplémentaires qui viennent, on va dire, justifier le pourquoi de cette chose-là. D'accord? Et on va essayer d'utiliser cette information-là, vous allez voir, pour co-construire, on va dire, ce dialogue-là de manière formelle et avoir des garanties sur, on va dire, ce dialogue-là. Alors, pourquoi je veux faire ça? Alors ça, c'est, on va dire, ça remonte à très loin, l'idée de vouloir prendre, on va dire, le feedback ou les éléments de l'utilisateur, hein. Là, j'ai mis quelques références, mais c'est assez connu, on va dire, dans les mécanismes de système de recommandation ou de système d'aide à la décision, qu'il y a une valeur à intégrer, on va dire, l'information préférentielle ou le feedback de l'utilisateur vis-à-vis du système. Là, on va dire, je vais l'utiliser d'un point de vue formel sur des questions, on va dire, de représentation des connaissances et de la logique derrière. Mais techniquement, si on regarde, on va dire, la partie apprentissage automatique sur les recommandeurs, par exemple, la partie feedback, elle est très bien utilisée pour améliorer la recommandation et améliorer l'apprentissage. Nous, c'est un feedback ici un peu à travers du texte, même si pour l'instant, je ne n'utilise pas du tout des mécanismes, on va dire, d'exploitation du texte et tout ça, hein. C'est plutôt la partie formelle que je vais aborder. Sur la partie recommandation, les clics, les commentaires, les passages de souris et tout ça sont autant, on va dire, de retours de l'utilisateur qui sont utilisés pour améliorer l'apprentissage. Et dans notre cas, on va dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser deux types de retours. C'est des retours de type je ne préfère pas A et B ou je préfère A et B, et des retours de type parce que, et il y a de l'information supplémentaire ou substantielle qui va arriver de l'utilisateur. Quelle est la difficulté ou quelle est l'hypothèse, on va dire, mise en avant dans ce travail-là? Donc, techniquement, en aide à la décision multicritère, la première hypothèse qu'on met en place, bon, j'ai un décideur, j'ai de l'information préférentielle, j'ai la table, enfin, dans le meilleur du monde, la table d'information ou des données. Et ce qui se passe en général, normalement, on a une phase de choix du modèle d'abord. Ça veut dire qu'on essaye de caler un modèle de décision qui pourrait être compatible avec les données de l'utilisateur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de passer d'abord par une phase d'apprentissage automatique des préférences, sur lequel on va essayer de ce qu'on dit, de calibrer le modèle, et donc d'apprendre les paramètres du modèle.
si je prends un modèle assez basique qui est mentionné ici, par exemple la somme pondérée, l'idée, c'est d'aller trouver les poids les plus compatibles avec l'information préférentielle du décideur. Donc, c'est la première phase, on va dire, de base en multicritère. C'est que j'ai un décideur, j'ai de l'information préférentielle. Il y a un choix de modèle qui est fait par, on va dire, l'expert du domaine. Et on va essayer de faire de l'élicitation pour essayer de capturer de l'information et de voir comment calibrer le modèle. D'accord? Et alors, il y a plusieurs, on va dire, possibilités. En général, c'est ce que j'avais vécu un peu au début de ma thèse, hein, c'est quand on choisit un modèle, c'est celui-là. Il faut, enfin, celui-là. On a l'intuition que c'est celui-là et il faut absolument aller dans l'apprentissage des préférences et des licitations pour essayer vraiment de calibrer ce modèle-là pour aller et justifier le fait qu'on l'utilise. C'est, on va dire, la pratique courante et la pratique historique. Dans ce travail, il y a on va dire, il y a un contre-courant qui est pris. Il y a je trouve ça, voilà, de mon point de vue, un peu original. C'est que le point de départ, c'est de dire: «Il n'y a pas de modèle prédéfini à l'utilisateur. Je ne le connais pas ou je ne le fixe pas dès le départ, mais je vais travailler avec une population de modèles, ou une classe de modèles qui me semble potentiellement compatible avec l'information préférentielle». Et je ne fais aucun a priori sur le modèle de départ. Je vais laisser la machine, au fur et à mesure de l'interaction et du dialogue avec l'utilisateur et de la captation de l'information, d'affiner cette information-là. Donc, c'est une sorte d'élicitation des préférences, hein, que je ne discuterai pas aujourd'hui sur, on va dire, l'efficacité ou la rapidité de cette captation d'informations, mais elle est plus fine dans le sens, j'exploite la partie explicabilité ou la partie, on va dire, retour et feedback de l'utilisateur pour affiner mon modèle. Et ce qui va se passer, c'est que la proposition, c'est que je vais représenter par une structure de graphe cette population de modèles et je vais essayer de naviguer sur cette structure de graphe pour répondre, on va dire, aux besoins de l'utilisateur. Et ce que je vais essayer de vous montrer là tout de suite. Donc là, pour l'exposé, c'est dans le papier sur lequel figure, on va dire, ce travail-là. On est parti sur des modèles assez simples pour mettre en place un peu la preuve de concept que ça marche et qu'il y a un intérêt à le faire. Bien évidemment, enfin, je pense que tout le monde le remarquera, ils sont assez simples. Alors, ils sont assez simples, je suis d'accord, dans la compréhension, dans la mise en place, la mise en œuvre. Ce qui est remarquant, c'est que même s'ils sont simples, sur la partie explicabilité, ce n'est pas le cas. D'accord? Si on prend juste le modèle additif, une grande classe de modèles qu'on utilise toujours, on a eu des travaux avec un certain nombre de collègues sur le fait que trouver l'explication pour le modèle additif n'est pas si trivial que ça, il n'est pas si simple que ça, en termes, on va dire, de complexité de recherche de l'explication. Donc, on a ce compromis-là à essayer d'utiliser toujours un modèle le plus compliqué parce que celui qui va représenter le plus le décideur. Mais en même temps, je ne peux pas produire l'explication et du coup, je suis un peu coincée à justifier pourquoi c'est la recommandation et pas une autre. Et en même temps, je veux simplifier le modèle, mais ça nous paraît tellement simple que peut-être qu'il ne va pas capturer, on va dire, l'information idéale et tout ça. Et donc, l'idée de l'approche, c'est que de se dire, ben, je peux avoir un ensemble de modèles de plus simple ou moins simple. Alors, je vais distinguer ce que je veux dire par simple et moins simple et de se dire, bah, laissons le système naviguer dans ces modèles-là. Au final, si l'utilisateur est content de l'explication et de la recommandation et il n'y a aucune remise en cause, on va dire, du modèle, bah, pourquoi pas dire que c'est celui-là et pas un autre. D'accord? Et donc, comment ça se passe? Donc, les deux grandes questions à travers ce travail, c'est bah, est-ce qu'il y a un moyen assez guidé, basé sur des principes pour faire, on va dire, cette jonction-là entre les différents modèles et naviguer entre ces modèles-là et à la fin, on va dire, en sortir avec un. Et en pratique, comment je régule du coup l'interaction avec l'utilisateur. Donc, il y a les deux champs. Ça veut dire que j'ai cette partie-là importante en décision multicritère d'arriver à la fin avec une recommandation basée sur un modèle car qu'il est représentatif de l'information préférentielle. Il est représentatif, on va dire, au plus près de ce qu'un utilisateur peut avoir dans la tête en termes de mécanisme de décision. Mais en même temps, je veux aussi avoir une praticité dans la discussion et un mécanisme qui régule, on va dire, cet échange-là entre la machine et l'utilisateur. Sur le premier point, je vais, on va dire, utiliser un peu des mécanismes venant, enfin pas un peu, même beaucoup de la décision, de la théorie de la décision. Je vais m'appuyer pardon, sur les axiomatiques et les propriétés des modèles. Et sur le deuxième point, je vais, on va dire, interroger et faire appel à la communauté multi-agent dans lequel je vais utiliser ce qu'on appelle les jeux de dialogue ou les dialogue games pour faire, on va dire, cette mécanique-là et l'interaction. Et je vais les joindre tous les deux dans une approche commune et intégrée. Donc, je vais aborder plutôt la partie décision pour montrer un peu quelle est la structure que j'utilise pour naviguer sur le modèle.
Je parlerai un tout petit peu aussi sur la partie dialogue et je vous montrerai à la fin l'approche globale avec une exemplification de comment ça marche et de comment, on va dire, quels sont les éléments qu'on met en place. Donc, un peu de, on va dire, un peu de concept juste pour qu'on se comprenne et qu'on mette en place les choses. Donc, je suis dans le monde multicritère, j'ai un ensemble d'options, j'ai un ensemble de critères. Et pour essayer, on va dire, de représenter le dialogue entre l'utilisateur et la machine, je vais utiliser ce qu'on appelle des chunks d'information, ou des petits éléments, des statements d'information que je vais mobiliser tout au long, on va dire, de mon dialogue et de mon interaction. Donc, on a identifié un certain nombre d'éléments intéressants qui reviennent toujours dans l'information préférentielle. Donc, on a des éléments de comparaison entre les alternatives. Hein. Donc, techniquement, X est meilleur que Y sur C, en sachant que ça, c'est de la préférence. On a des éléments d'évaluation. Donc, vous avez vu dans ma table de données, j'avais de l'information qui est de type évaluatrice d'un X ou d'une option sur un critère donné. Techniquement, un hôtel est très bon sur une évaluation. J'ai des mécanismes qui utilisent du veto. Donc, avoir une information qui est trop mauvaise sur un critère peut nous aider à faire des éliminations, on va dire, d'options ou à utiliser des mécanismes qui utilisent du veto. Et j'ai une information assez classique en multicritère, cette notion-là de poids. Donc, soit on est dans des mécanismes d'agrégation où tout est anonyme, donc le poids, en fait, il est égal partout, soit on est dans des mécanismes beaucoup plus complexes où on a ces besoins-là de différencier un peu entre les critères pour construire des coalitions ou autres. Et là, j'ai, on va dire, à attacher un poids sur le critère. Et pour simplifier, on va dire un peu, on va dire que alpha et ce alpha-là qu'on mobilise, on le choisit dans une échelle qualitative pour l'instant qui va de mauvais à excellent ou de faible à fort. Encore une fois, il y a des hypothèses assez fortes, on va dire, derrière le travail sur ces échelles-là, sur comment les mobiliser, sur comment les construire. On ne l'a pas fait. Enfin, la proposition, elle est vraiment sur l'approche intégrée, décision et dialogue. Et je dirais à la fin ce qui va se passer. Mais techniquement, sur chacun de mes slides, il y a encore, on va dire, du travail, d'affinage sur d'où viennent, on va dire, ces échelles qualitatives. Est-ce que je ne peux pas les affiner? Les personnes qui font de l'incertitude vont me dire, ben, tu mets bad, average, good, mais on peut affiner ça, mettre des fonctions de croyance, de probabilité, de l'incertitude. Je suis d'accord d'avance. Et c'est aussi l'occasion pour moi de partager ce travail-là pour aussi monter des collaborations sur ce sujet-là. Et essayer, on va dire, d'affiner le mécanisme au plus près pour atteindre, on va dire, une représentation un peu plus fidèle vis-à-vis, on va dire, de mon décideur. Donc ça, c'est les éléments de base que je vais mobiliser. Et techniquement, si je reprends mes modèles de décision, bah, ce qui va se passer, c'est que si j'utilise, par exemple, la Simple Majority, enfin SM ici, en fait, ce qu'on va retrouver dans le modèle, c'est l'utilisation de beaucoup d'informations préférentielles de type comparaison par pair. Ça suffit pour représenter l'information utilisée par ce modèle-là, parce que techniquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste un comptage des critères qui sont pour et contre. Si je vais plutôt dans la Simple Weighted Majority, donc là, on va dire les critères ne sont pas anonymes et je vais introduire un petit peu des mécanismes, on va dire, de poids pour représenter la force, on va dire, des critères. Mais j'utiliserai toujours l'information préférentielle de type A meilleur que B. Si je vais dans la moyenne, par exemple, je vais utiliser des éléments, on va dire, d'évaluation sur les critères. Hein, donc, je suis plutôt dans l'ordinal, mais j'utiliserai aussi de l'information comme ça. Donc, c'est pour montrer que ces petits statements vont me servir un peu comme quelles sont les données d'entrée que je vais donner à chacune de mes procédures d'agrégation. Et vous voyez bien que j'arrive à peu près à représenter sur les modèles d'agrégation que j'ai choisis ici, l'ensemble de l'information que je peux mobiliser. Enfin, deux points, on va dire, supplémentaires, et c'est là, on va dire, la partie apprentissage automatique des préférences, elle est pas manquante, mais c'est quelque chose qu'on a laissé de côté sur ce travail-là. Alors, techniquement, là, j'ai parlé de poids, j'ai parlé d'évaluation, j'ai parlé de données et tout ça. Alors, quand on est dans des mécanismes, on va dire, appliqués, où on parle vraiment à des décideurs, on est souvent dans des mécanismes où on a de l'information incomplète. Ça veut dire qu'on n'a pas toute l'information préférentielle du décideur, on a un sous-ensemble. On ne peut pas avoir tout, on va dire, les poids des critères dès le départ. Hein. Demander un poids de critère à un utilisateur n'a pas de sens du tout. Enfin, on peut lui demander, mais au final, il ne se rend pas compte de l'impact, on va dire, de ce poids-là. On est obligé de passer par des mécanismes d'élicitation pour avoir, on va dire, par exemple, ces poids-là. Dans ce travail-là, on ne l'a pas fait. On n'a pas mobilisé un mécanisme d'élicitation explicite pour aller chercher d'abord le poids, par exemple,
Parce que j'avais dit qu'au départ, on n'avait pas pour vocation de figer le modèle au départ et on avait pour vocation de mettre une grosse machinerie de délicitation. Par contre, le point sur lequel on va dire on n'est pas très bon encore ici, c'est que je peux partir d'un modèle, je peux faire des suppositions comme je le fais ici, hein, donc techniquement pour avoir ou dériver une recommandation à la fin d'un modèle et de dire, enfin pas une recommandation, mais une information préférentielle de type A meilleur que B, étant donné le modèle et étant donné l'information préférentielle. On a choisi d'avoir de la capture d'informations, donc si on utilise la majorité, donc on va juste compter, on va dire les critères. On va juste comptabiliser les poids des critères dont on connaît les poids et on va calculer une somme sur l'utilité, on va dire, des alternatives sur ces critères-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai potentiellement de l'information au départ, donc j'ai un alpha pour certains critères et pas d'autres, et je vais l'utiliser. Par contre, toute sur la partie manquante, pour simplifier la tâche et pour, on va dire, faire un démarrage dans cette proposition-là, je vais compléter un peu l'information manquante par des éléments de type neutre, ici average ou neutre. Ça veut dire, si j'ai l'info alpha, je la prends, sinon je ne la prends pas. D'accord? Et je ne vais pas faire des licitations. Je ferai pareil. Alors, certains collègues, peut-être en licitation, vont me dire on a fait un raccourci. Oui, c'est vrai. Et on est censé mettre un peu plus, on va dire, les mains dans le cambouis sur cette partie-là et licitation. Mais c'est un objectif, on va dire, dans nos travaux de recherche, d'aller vers ça. C'est au moment où on va faire l'intégration complète et licitation-explication, de se poser ce genre de questions. À quel moment je vais déclencher un vrai mécanisme de licitation qui est, lui, coûteux, on va dire, en termes calculatoires. Mais pour l'instant, je ne le fais pas. Je considère que c'est une boîte, on va dire, noire quelque part qui va être intégrée à un moment donné, mais je ne le fais pas. Et pareil sur la partie évaluation. Donc, sur l'évaluation, si j'ai de l'information préférentielle sur quelle est la valeur, on va dire, ou l'utilité de l'information sur un critère donné, je l'utilise. Mais sinon, on a mis un petit mécanisme, on va dire, en place pour remplacer cette information manquante. Encore une fois, c'est une proposition, on va dire, préliminaire pour faire avancer la partie dialogue. Mais je suis tout à fait consciente, les collègues avec qui on a travaillé, que c'est un mécanisme, on va dire, de base sur lequel on peut revenir dessus, l'améliorer. Et pareil, il y a toutes les questions de comment je complète la partie évaluation, les données de l'enfant sur l'évaluation. Et c'est un champ sur lequel on peut avancer aussi. Enfin, deux petits éléments complémentaires de notation aussi. Donc, si j'ai deux problématiques potentielles dans cette expo-là, que ce soit du rangement, soit du choix. Donc, on va avoir, on va dire, soit un ordre total, soit juste un pool, on va dire, de meilleures alternatives qui valent entre elles. Et je vais utiliser un mécanisme qu'on appelle entailment pour dire, ou de la dérivation, on va dire, pour dire que, étant donné une information préférentielle au départ, si je me base sur un modèle particulier, je peux, on va dire, inférer un certain nombre de comparaisons par paire. Donc, je suis capable de construire de l'information préférentielle ou de construire, on va dire, des comparaisons par paire sur la base de ce mécanisme-là. Il est important pour deux choses. Il est important pour asseoir, on va dire, que, étant donné un modèle, j'ai cette information vraiment qui vienne parce que j'ai matché le modèle avec l'information préférentielle. Et on va voir que je vais utiliser pareil ce modèle-là pour faire de l'inférence aussi pour mon explication. Ça veut dire que j'ai une garantie, on va dire, axiomatique derrière qui dit si j'ai utilisé cette information-là et si j'ai utilisé ce modèle-là, je ne peux obtenir que cette conclusion-là. D'accord? Et c'est ce que je vais mobiliser un peu dans la partie explication qui est assez simple dans ce travail-là, mais sur lequel on peut, encore une fois, débrancher ce module d'explication et mettre un autre, c'est pas très grave. Dernier point sur la partie décision, et j'essaie d'avancer, c'est je vais utiliser ce qu'on appelle des propriétés ou des caractéristiques ou des axiomes des modèles de décision. Donc, il y a une longue, on va dire, une longue histoire en décision multicritère avec beaucoup de collègues qui travaillent sur cette question-là. Comment caractériser ou axiomatiser un modèle de décision pour avoir des propriétés et des garanties derrière, on va dire, sur la validité de l'utilisation du modèle. Et dans ce travail-là, l'idée, c'est que, en fait, pour faire ce petit choix-là entre les modèles ou pour naviguer entre les modèles ou pour décider quel modèle prendre, je vais essayer de me baser sur ces propriétés-là. Il y a un parti pris, donc là j'ai affiché quelques propriétés, hein, donc la cardinalité, l'anonymat, la dépendance. L'idée c'est de prendre d'abord les propriétés les plus simples, alors je ne vais pas utiliser le terme explicable, mais les propriétés sur lesquelles on est capable d'avoir une information simple à donner à l'utilisateur. Donc il est facile de dire à un utilisateur ce que c'est l'anonymat.
il est un peu facile aussi, alors j'utilise le terme facile entre guillemets, de dire ce que c'est la cardinalité pour un humain. Donc on a pris plutôt les propriétés les plus simples sur lesquelles on va voir, je peux les utiliser pour représenter une petite structure de graphe sur lequel les nœuds sont mes modèles. Donc ici, techniquement, la majorité simple, ici, la simple weighted majority, la moyenne, la weighted sum, ou les mécanismes, on va dire, de surclassement. Et je vais essayer de recaractériser mes modèles avec ces propriétés-là en ayant deux états, donc booléen, satisfait ou non satisfait, et d'organiser, alors à la base, c'était un treillis, mais en fait, ce n'est pas complètement un treillis, mais d'organiser, on va dire, mes modèles-là de telle sorte, on va dire, d'avoir cette information-là de respect ou non-respect de la propriété. Et les arêtes, c'est la capacité de passer d'un modèle à un autre en changeant uniquement une propriété à la fois. Ça veut dire que si je suis dans la partie basse ici, majorité, on sait que le modèle majoritaire n'est pas cardinal et anonyme et n'a pas de veto. Si à un moment donné, dans mon interaction, il y a une information qui vient sur le fait qu'on est plutôt dans le cardinal que l'ordinal, et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va invalider la propriété ici qui était ordinale et on la remet à cardinalité. Et je sais que dans mon graphe ou dans ma structure, je vais passer plutôt d'un mécanisme de majorité simple à un mécanisme de moyenne. Et c'est ce système-là qui va permettre, on va dire, à la machine de naviguer entre les modèles. Vous voyez bien que tous les passages ne sont pas possibles et certaines combinaisons de propriétés ne donnent pas de modèle particulier. D'accord? Elles ne sont pas toutes compatibles avec un modèle. Et ça, on peut le faire grâce, on va dire, aux travaux d'axiomatisation et à la caractérisation. Et c'est ce que je vais mobiliser, on va dire, un peu dans le dialogue. Donc, je vais partir de cette structure. La machine va se baser là-dessus. Et selon les réponses de l'utilisateur, je vais rester soit sur le modèle de base, et je vais vous dire comment je choisis le modèle de base, soit je vais naviguer dans ce système-là. Et à un moment donné, si je ne peux plus naviguer, donc il y a plusieurs possibilités. Donc, soit je n'arrive pas à représenter les préférences de l'utilisateur, soit l'information qu'on m'a donnée, elle n'est pas du tout compatible avec ce que j'ai mobilisé. Donc, il y a quelque chose qui va en sortir à la fin. Et je démarre par lequel? Je démarre ce qu'on appelait the least specific model. Donc, on prend parti de faire l'hypothèse de départ que je prends celui qui est le plus large possible, on va dire, et qui satisfait l'ensemble des propriétés que j'ai sur une place. Et je vais démarrer de ce principe-là. Alors, à la fois le plus large, mais aussi celui qui est compatible avec les données qu'on a en entrée, bien évidemment. Donc, si je prends et je reprends mon exemple, donc j'ai mes statements ici, j'ai mes modèles compatibles. Donc, si votre problème de décision, vous avez en entrée de départ que de l'information de type comparaison par paire, l'ensemble des modèles peuvent l'utiliser, mais une liste spécifique, on va dire celui qui combine toutes les propriétés possibles, c'est la majorité simple. Par contre, si j'ai l'information en entrée qui sont de type à la fois comparaison, mais un peu de l'évaluation sur, donc j'ai une table de données, je sais que je peux utiliser plus facilement les modèles plus compatibles, c'est la moyenne et la weighted sum. Et à ce moment-là, par contre, je prendrai le moins spécifique, c'est celui de la moyenne. Et ainsi de suite. Donc, il y a un choix de démarrage de modèle, bien évidemment, qui dépend de l'information préférentielle au départ. Donc, j'ai un pool de compatibles. Mais pour pouvoir faire l'amorçage et le démarrage du dialogue, je vais utiliser le list spécifique. Donc ça, c'est la partie, on va dire, décision. Donc c'est la partie où j'essaie de représenter l'utilisateur, ses préférences, les données d'entrée, les modèles que je vais utiliser, comment je vais naviguer entre eux et tout ça. Maintenant, il y a la deuxième partie, c'est la partie en fait, dialogue. Comment je discute avec mon utilisateur et qu'est-ce que je vais faire? Et la grande question, c'est bon, quelles sont les conditions et les règles sous lesquelles je vais avoir un dialogue plutôt cohérent. Ça veut dire comment j'arrive à avoir un dialogue qui est structuré. Alors, je me pose plutôt, alors pas la question vraiment interaction homme-machine, hein, je ne suis pas dans ce créneau-là, mais plutôt quels sont les mécanismes ou les règles derrière de régulation, on va dire, de cette interaction-là. Et encore une fois, je suis un peu en amont, donc je suis plutôt sur la partie formalisation et la partie mise en place de ces règles-là et de regarder un peu les propriétés des règles. Je vais en parler à la fin. Ce travail est pour l'instant théorique, il est en aval, il pose les bases de théorie, mais vous allez voir, récemment, sur une thèse de doctorat, on a trouvé un cadre applicatif sur lequel le mettre en place. Alors, ce n'est pas des modèles de décision dans lesquels on manipule un pool de modèles, mais je vais vous montrer comment ça marche. Et je vais faire appel à un mécanisme assez connu en IA, et je pense par certains d'entre vous, qui est des dialogues à base d'argumentation. Et donc, l'argumentation a pour vocation de résoudre, on va dire, des conflits, de l'inconsistance et tout ça.
Je je ne vais pas rentrer dans le détail, on va dire, de ce que c'est la théorie de l'argumentation. Il y a deux communautés, on va dire, ou deux tracks dessus. Donc, la communauté qui fait plutôt de la caractérisation, de l'axiomatisation, le DUNG, donc l'argumentation abstraite. Et il y a plutôt la partie argumentation, ce qu'on appelle les schémas d'argument, les questions critiques, la dialectique, et du coup, de représentation, on va dire, ce qu'on appelle des patterns ou des canevas de raisonnement de l'utilisateur. Je suis plutôt dans la deuxième. Je fais pas, enfin, j'ai déjà fait du Nung, mais je suis plutôt dans la partie plus proche de l'humain, à essayer d'avoir une structure, mais aussi du contenu sur l'argumentation. D'accord? Il y a plusieurs typologies, on va dire, du coup, de dialogue dans la littérature. Là, c'est à titre indicatif pour ceux qui ne connaissent pas cette partie-là de la littérature et de la communauté. Donc, tout ce qui est persuasion, négociation. Donc, c'est des mécanismes assez utilisés dans pas mal de travaux en système multi-agent, dans les décisions de groupe et même, on va dire, sur des applications, sur la partie négociation. Ce que je vais montrer aujourd'hui, quelque part, on va dire, on ne rentre dans aucune de ces cases-là parce que je suis dans une situation d'aide à la décision. J'ai un but, on va dire, qui est asymétrique entre la machine et l'utilisateur. Donc, la machine, elle est là pour aider l'utilisateur à trouver une solution à son problème et la justifier. Et le but, en fait, c'est plutôt d'arriver à un consensus. Et le consensus va se situer à plusieurs niveaux. Le premier, ben, sur la recommandation, hein, enfin, le modèle l'a trouvé et le décideur est content. Le deuxième consensus qui est caché, mais qui est quand même important en multicritères, c'est on a trouvé un modèle compatible avec les préférences de l'utilisateur. On n'a pas une validation, on va dire, absolue que le décideur est content de ce modèle-là, parce qu'on ne va pas le montrer complètement. Mais s'il est content à travers la recommandation et à travers l'explication qu'on lui a donnée, ben, on considère que le modèle est compatible jusqu'à trouver une inconsistance à un moment donné ou trouver quelque chose qui ne va pas bien. Et les ingrédients que je vais utiliser viennent complètement du système multi-agent. Je vous invite à lire ce livre-là. Alors, désolé, je n'ai pas mis l'année, mais qui est sorti récemment, de Nicolas Maudet, Elizabeth Black et Simon Parsons, sur quels sont, on va dire, les éléments que je peux utiliser dans le dialogue. Donc, techniquement, ce qu'on appelle des actes de langage. Hein. Donc, je peux argumenter, je peux questionner, je peux donner, on va dire, de l'information et ainsi de suite. Et ce qui m'importe, c'est plutôt la partie protocole. Donc, quelles sont les séquences, on va dire, de discussion qu'on va mettre en place et quelles sont les garanties derrière ces séquences-là. D'accord? Euh, je vois que leur tourne, du coup, je vais essayer d'avancer. Et à la fin, on aura quelques questions, on va dire, de propriété de ce dialogue-là. Donc, des questions assez classiques en multi-agent, donc la terminaison. Donc, c'est bien discuter avec un utilisateur, mais à un moment donné, il faut qu'on garantisse que ça se termine et que qu'il y a une sortie, on aimerait bien que notre dialogue se termine par ce qu'on appelle des critères de succès. Hein. Ça veut dire que j'ai trouvé la recommandation, j'ai bien expliqué, j'ai trouvé le modèle, mais parfois, ce n'est pas le cas. Hein. On a des mécanismes, on va dire, de blocage et il faut trouver comment réguler, on va dire, ou régler ces mécanismes de blocage parce qu'on ne peut pas arriver à une situation où une machine ne peut pas donner une recommandation. Des mécanismes. Ah, pardon, ici j'ai mis sectionless aussi, mais ce n'est pas ça. Donc, est-ce qu'on est en accord ou pas avec, on va dire, l'utilisateur? Donc là, c'est pas ça. Je vais le corriger. Et ensuite, on a relevance of dialogue moves. Est-ce qu'on a utilisé des choses qui sont cohérentes? OK. Donc, décision, dialogue. Allons-y maintenant sur comment je le modélise côté vraiment multicritère. Donc, je vais utiliser quelques notions aussi. Donc, on va considérer que notre aide à la décision va constituer ce qu'on appelle une base de connaissances ou une base d'informations sur laquelle on va dire stocker de la connaissance qu'on avait à l'avance, mais tout au cours du dialogue. Donc, la première information que j'ai, c'était l'information préférentielle qui a été fournie par l'utilisateur. Ensuite, j'ai une deuxième base de connaissances qui va, on va dire, comptabiliser pour nous l'ensemble des comparaisons par pair qui ont été acceptées durant le dialogue par l'utilisateur. C'est assez important. Si vous vous rappelez, mon dialogue doit sortir à la fin une recommandation qui est un ordre sur l'ensemble, on va dire, des alternatives. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'assurer que chacune des paires dans l'ordre a été acceptée à un moment donné par l'utilisateur. Et on va essayer de maintenir ce qu'on appelle un commitment stores. Donc, c'est
une genre de base dans laquelle ce qu'on appelle des engagements du décideur ou de la machine sur, on va dire, les éléments qui ont été échangés. Donc, si l'utilisateur, on lui a demandé, enfin, il a accepté, par exemple, une recommandation ou une partie de la recommandation, il s'engage, on va dire, à l'accepter tout au long, on va dire, du dialogue et à ne pas revenir dessus, ce genre de choses. Et à la fin, j'ai un mécanisme ou une petite fonction qui va m'enregistrer quels sont les missing commitments, donc sur lesquels il nous manque de l'information de l'utilisateur et sur lequel je vais itérer. OK. Donc, mon dialogue, une des façons de représenter, on va dire, le mécanisme, c'est un graphe d'état à transition. Donc, dans le cadre de l'aide à la décision, ce qu'on va avoir, donc on va avoir une dualité entre deux utilisateurs. Donc, le DM, donc mon utilisateur, et le DA, donc c'est ma machine, hein, ici en blanc. Et j'ai ce qu'on a appelé l'ensemble des actes de langage autorisés. Donc, je peux faire un assert d'une information, je peux argumenter ou expliquer, je peux accepter, je peux sortir le dialogue avec un succeed ou un fail, je peux questionner, ainsi de suite. Donc, ce graphe-là, c'est la réponse à deux choses. Quels sont les actes de langage que je manipule, on va dire, dans ma discussion, et quelles sont les règles dans lesquelles je suis autorisée pour, on va dire, discuter. Ça veut dire qu'à un moment donné, si la machine fait un assert ou donne phi 1, les seules, on va dire, possibilités pour avoir le prochain acte de langage, c'est soit j'ai une question ou un challenge du mondisseur, soit il me contredit, soit il m'accepte, d'accord? Et ainsi de suite. Si j'arrive sur une explication, donc soit j'ai une contre-explication ou une contre-argumentation, soit j'accepte facilement, soit je contredis quelque chose, et ainsi de suite. Donc l'ensemble, on va dire, de ces petites boîtes-là nous donne un peu comment réguler un peu l'information, d'accord? Et la partie argue, en fait, c'est celle-là qui va mobiliser un peu l'explication et dans laquelle il y a l'explication. Et vous voyez qu'on a un côté, c'est mon agent artificiel, et l'autre côté, enfin, pardon, celui-là, c'est plutôt l'humain et celui-là, c'est l'agent artificiel. Et dans les deux cas, donc, je vais mobiliser ce que je disais tout à l'heure, une partie, on va dire, d'inférence logique sur lequel il y a une garantie que ce que je raconte ici est formellement mobilisé sur l'information préférentielle et mobilisé sur le modèle que j'ai utilisé. Et donc, je peux avoir une explication qui va être générée à ce niveau-là, qui va être traduite. Donc, si vous remarquez, il y a un petit nœud ici, un peu particulier. En général, on ne le met pas dans les graphes de transition parce que ce n'est pas un acte de langage. Donc ici, on l'a mis, c'est pour représenter le fait qu'à un moment donné dans le système, avec les échanges et les va-et-vient, on a des éléments à mettre à jour. On a des opérations que le système doit prendre en compte. Comme dans tout, on va dire, mécanisme de représentation du raisonnement, on a de la mise à jour, on va dire, sur de la connaissance, on a recalculé la recommandation, on a de l'inconsistance qui va apparaître à un moment donné. Alors, dans ce cadre-là, on a fait en sorte que l'exemple n'est pas du tout inconsistant, mais à un moment donné, il y a forcément de l'inconsistance, soit dans la base, soit dans les éléments de réponse. Et du coup, ce mécanisme update-là doit garantir à un moment donné que si tout se passe bien, ben, on va finir soit un succès. Et s'il y a des problématiques, il va nous orienter vers le fait. Et donc, il englobe un certain nombre de choses que je vais essayer rapidement de détailler ici. Donc, il y a des vérifications de, on va dire, de à quel moment on n'est pas en alignement complet entre l'utilisateur et la machine, hein. Donc, si l'utilisateur, à un moment donné, n'accepte pas des parties de recommandation, ne produit pas de nouvelles informations, alors il faut savoir qu'on autorise à la répétition de l'information produite, bah, à ce moment-là, on a complètement on va dire un désaccord ou un désalignement entre ce qu'il y a dans la partie utilisateur et la partie machine. Et à ce moment-là, on ne peut rien faire. Enfin, pour l'instant, le mécanisme n'autorise pas, on n'offre pas des solutions de sortie, à part arriver à un moment donné de blocage, parce qu'il n'y a aucun alignement possible entre le décideur et la machine. On a des mécanismes d'inconsistance, hein, ça veut dire que dans la base de connaissances, si on introduit de l'information qui est inconsistante,
Et ça aussi, on va dire, c'est un élément manquant, mais il est complètement à faire, hein. Donc, si j'ai de l'inconsistance qui apparaît, bah, il faudrait quand même mobiliser un mécanisme. Et là, il y a pas mal de mécanismes dans la littérature pour réguler, on va dire, l'inconsistance. On peut faire appel à des mécanismes qu'on fait Sébastien ou qu'on fait Salem ou qu'on fait Vincent Mousseau avec la programmation mathématique, hein. Il y a un tas de choses. Ou en argumentation, hein, je peux mobiliser les arguments qui ont été échangés pour essayer de lever l'inconsistance. Dans le cas de ce protocole, rien n'est fait. On va dire, on va dans un fail aussi. J'ai de l'update du modèle de décision, comme je vous l'ai expliqué. Donc, je suis partie du lait spécifique et il y a un mécanisme sur lequel je vais tourner pour faire, on va dire, de l'update et de la recommandation aussi. Et finalement, j'ai des checks sur le succès. Ça veut dire que j'ai un mécanisme qui va me dire à quel moment je vais dans un succès. Et j'ai des mécanismes aussi qui vont me sélectionner qu'est-ce que je vais dire à la fin. Donc ça, c'est, on va dire, le nœud le plus important du protocole du dialogue, dans lequel il y a un certain nombre d'outils et de briques. J'aurais pu rajouter la brique élicitation aussi ici. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'aurais pu brancher une petite boîte noire aussi d'élicitation dans laquelle je dis, ben, il me manque de l'information sur le modèle où je dois absolument garantir quelque chose et je vais poser une question à l'utilisateur plutôt côté élicitation. Donc, je sors de la partie interactive explication et décision. Je vais me brancher sur l'outil élicitation et je vais enclencher un mécanisme de questions-réponses plutôt sur la partie élicitation et je reviens ensuite dans le dialogue. C'est complètement possible à mettre dans ce nœud-là, on va dire update. C'est une sorte de boîte à outils magique dans lequel je mets un certain nombre de blocs et un certain nombre de choses. Revenons à mon exemple, comme ça je vais rendre maintenant plus concret tout ce que j'ai raconté là sur les différentes parties formelles. Je vais reprendre mon exemple un peu d'hôtel avec les 4 hôtels et je vais essayer un peu de clôturer pour laisser de la place aussi aux questions. Et j'ai mon ordre partiel. Comment ça va se présenter? Je pense beaucoup d'entre vous se posent la question s'il y a une implémentation réelle de ce truc-là avec une interface et tout ça. Non, malheureusement pas encore, mais on y travaille pour y arriver. Et du coup, j'ai mon mécanisme d'interaction, j'ai ma structure de modèle et de navigation sur le modèle, et le dialogue peut démarrer en termes de, je peux proposer à mon décideur, en étant donné l'information préférentielle et de l'ordre que j'ai généré, une recommandation à l'utilisateur. Et donc, je peux lui donner, on va dire, cet ordre-là directement. Et ce qui va se passer, c'est on peut suivre sur la partie gauche comment le mécanisme de dialogue fonctionne, et sur la partie droite, quel est le modèle qui est mobilisé et pourquoi le modèle a changé. Et c'est cette dualité-là ce qu'on va travailler entre interaction sur les modèles et interaction dialogue multi-agent, en mobilisant à un moment donné l'explication ici, que vous allez voir, à un moment donné, va changer, on va dire, le modèle. Donc, si j'avance un petit peu, donc, la nature fait que j'ai posé une recommandation, l'utilisateur va me poser pourquoi. Voilà, il va me poser pourquoi sur une partie, on va dire, de la recommandation. Il veut juste le petit élément. Et là, on a des travaux assez variés sur la question de comment expliquer une paire de une comparaison par paire, pardon, soit sur le modèle additif ou d'autres travaux chez Khaled Belhassen sur les modèles de OA. Et là, en fait, je peux juste brancher un mécanisme d'explication dans le argue pour donner. Alors là, le mécanisme d'explication est assez simple. Il va juste traduire le fait qu'on a utilisé un modèle majoritaire et sur le fait que B est majoritaire sur un ensemble de critères pour justifier cette recommandation. Alors, je dis simple, mais en fait, mon explication, elle est complètement ancrée dans le modèle que j'utilise. Ça veut dire que dans mes travaux, on va dire, de décision et d'explication, je ne traduis l'explication que par les propriétés du modèle que j'utilise ou qui sont en cours d'utilisation. Donc là, ici, la majorité. Et l'explication, elle est complètement designée là-dessus. Ça veut dire si j'utilise un autre modèle, l'explication va changer forcément. Et là, du coup, comme j'avais de l'information préférentielle de type ordre et j'ai un modèle majoritaire, je vais utiliser une information assez simple ici pour dire tout simplement parce que B est majoritaire sur l'ensemble des critères et B a. Ce qui va se passer pour enrichir le dialogue, il y a une contradiction du décideur, hein, il ne veut toujours pas que ça. Et à ce moment-là, quand on arrive dans une contradiction, on va demander de l'information à l'utilisateur. Donc, on va lui renvoyer la question pour avoir une explication maintenant de sa part. Et à ce moment-là, il y a de l'information qui va arriver de type argue aussi. Et là, l'information supplémentaire qu'on suppose, c'est qu'il nous met de l'information de type poids sur les critères C1 et C2. Donc, on ne l'a pas élicité au départ, on ne l'a pas deviné, on ne l'a pas mis en place. C'est l'information qui vient de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il a pointé sur le fait que pour lui, pour comparer ces deux alternatives-là, il a mobilisé, on va dire, une information, on va dire, de force sur 2 critères. Et on va la prendre, cette information-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'injecter dans la base de connaissances. On va recalculer la recommandation. Donc, je vais passer par mon update et je vais voir ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, techniquement, c'est que
je suis passée d'un modèle simple à un modèle, enfin majoritaire simple à un modèle avec un poids, parce que le fait d'avoir deux informations de type poids sur mes C1 et C2 vient invalider, on va dire, la propriété qui était avant d'anonymat sur les critères. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais invalider, on va dire, cette propriété-là. Je vais utiliser un weighted sum majority. Je vais recalculer la recommandation. Je vais faire le nécessaire pour avoir ce qu'il faut bien et je vais continuer dans mon dialogue. Alors, je ne vais pas dérouler l'ensemble du dialogue, c'était juste pour montrer comment je mobilise d'un côté la recommandation et de l'autre côté. Et je continue, on va dire, à essayer de questionner l'utilisateur. Alors, il y a des questionnements un peu plus intelligents que d'autres. Ça veut dire, une fois que j'ai validé une information, je la garantis. Et ce que je vais faire, comme je veux construire cet ordre-là, je ne vais pas reposer la question sur l'ensemble de l'ordre, mais je vais penser les questions sur les parties manquantes. Donc, comme il m'avait déjà dit que A est meilleur que B, c'était une information qui venait de lui, donc on va dire que c'était une information sûre et valable, je vais juste me renseigner sur DA et BC pour essayer de compléter l'ordre, on va dire, que j'avais avant. Et je repose des questions uniquement sur des parties-là jusqu'à ce que trouver une contradiction où le décideur est content. Et j'avance là-dessus et on va dire dans le protocole. Et on finit, on va dire, le protocole sur cet exercice-là avec le changement de 2 fois le modèle grâce aux explications et à la recommandation. Et je vais passer, on va dire, si vous avez besoin des questions, je peux revenir. D'accord? Dernier élément, et je vais essayer de m'arrêter là pour vous donner la parole. Donc, il y a des éléments de garantie théorique sur la partie terminaison, bien évidemment. Et pour avoir un dialogue qui se termine, j'ai besoin d'un certain nombre de choses. Pour l'instant, j'ai besoin que l'utilisateur soit consistant on va dire, dans ses réponses et dans son argumentaire, hein. Et j'ai besoin que l'explication elle soit la plus complète et que j'utilise l'ensemble de l'information préférentielle à disposition. Si je ne l'ai pas, en fait, je ne peux pas construire d'explication et du coup, je ne peux pas le mobiliser. Donc, c'est des garanties des hypothèses qu'on met en place. Et ces hypothèses-là, on va dire, me permettent d'avoir un dialogue qui se termine avec un succès. Les propriétés qui vont être devinées par la machine sur le modèle sont correctes. Et à la fin, le décideur est content de la recommandation. Donc, mobilisons la partie update, donc le EA, enfin, la partie update UN, la consistance sur l'utilisateur dans ses réponses et la partie, on va dire, explication complète me permettent à la fin d'avoir des sorties du dialogue qui sont intéressantes, donc succès, correction des propriétés et on va dire le DM est content, on va dire la recommandation. Alors bien évidemment, ce travail-là, il est théorique, hein, il faudrait le confronter un peu à la réalité et voir comment ça se passe, hein. Mais l'idée de base, c'était de mettre d'abord un modèle conceptuel, on va dire, sur cette navigation du modèle et de ne pas faire l'hypothèse dès le départ d'existence de modèle, d'avoir un premier mécanisme d'interaction basé sur des outils logiques et de l'argumentation et d'avoir ce premier amorçage, on va dire, du dialogue et tout ça. Il reste pas mal de choses à faire, on va dire, sur ce travail-là. Et ce que je trouve chouette, c'est qu'il ouvre pas mal de portes et pas mal, on va dire, de branchements avec un certain nombre de collègues, hein. Donc, je serais contente de commencer une collaboration avec Sébastien Lester et Khaled à la rentrée sur toute la partie incertitude et la partie réponse de l'utilisateur que pour l'instant, je prends en mode très factuel, pas quantifié, pas nuancé, tout ça. Donc, ça sera un super travail. Et brancher des mécanismes d'élicitation et brancher et faire l'interface, hein, et l'implémentation de tout ça pour avoir un vrai usage. Ça aussi, c'est une ambition assez forte d'avoir un vrai utilisateur qui va utiliser le modèle à la fin. Et pour finir, on a mobilisé ce travail-là, alors pas sur des modèles de décision, mais en computer vision. Donc, on a un travail en cours avec une thèse sur lequel on va utiliser, enfin, on utilise du dialogue argumentatif pour concilier deux mécanismes, on va dire, de computer vision et là, c'est des réseaux de neurones, sur comment s'entendre sur la classification finale en échangeant de l'information et en se contradisant pour avoir une trace de cette discussion-là, on va être les deux réseaux de neurones. Quand le papier sortira, je serai ravie de vous le présenter à nouveau. Et c'était ce que j'avais mis ici, donc c'est la partie Expanded Dialogue for Interpretation for Visual C, que je ne vais pas aborder parce que ça va me prendre trop longtemps, mais si vous avez des questions, je peux très bien vous en parler. Et je vais essayer de m'arrêter là pour laisser un peu de temps à la parole. Merci. Merci beaucoup.